Bien, chers collègues, bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer. Vous me dites dès que c'est bon. C'est bon ? Eh bien, parfait. Chers collègues, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une annonce à faire. Le bureau de la Commission des affaires économiques s'est réuni le 8 novembre dernier et a décidé de créer une mission d'information relative au modèle économique du secteur de la pêche. Il vous est ainsi proposé de nommer M. Sébastien Jumel, GDR, et M. Luc Lamiraud, Horizon, comme rapporteurs. Y a-t-il des oppositions ? Non. Eh bien, il en est ainsi. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet puisque notre commission des affaires économiques examine aujourd'hui la proposition de loi portant mesures d'urgence pour remédier à la crise du logement sur le rapport de M. Thibault Bazin qui a rejoint notre commission à cette occasion. Bienvenue, monsieur le rapporteur. Ce texte est inscrit à l'ordre du jour des séances réservées au groupe Les Républicains le jeudi 7 décembre. 34 amendements ont été déposés. 2 d'entre eux constituaient des charges financières contraires à l'article 40 de la Constitution. J'ai également été conduit à déclarer irrecevables 14 amendements au titre de l'article 45. Sans avoir le moindre doute d'ailleurs, car ces amendements n'avaient vraiment aucun lien, direct ou indirect, avec les dispositions du texte soumis à notre examen. Il nous restera donc 18 amendements à examiner. Sans plus attendre, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous vivons une triple crise de l'immobilier, une crise de l'offre de logement, une crise de la demande de logement et une crise de l'accès au logement. Ces mots recueillis par l'Express le 26 novembre dernier, ne sont ni les miens, ni ceux du président, ni ceux des professionnels de la filière. Ce sont ceux du ministre en charge du logement. Nous connaissons les raisons de cette crise. Parmi celles-ci, l'augmentation rapide des taux d'intérêt passée à moins de 1% en décembre 2021 à près de 4% en octobre 2023. En conséquence, une baisse du pouvoir d'achat immobilier qui est à mettre en miroir avec les prix qui baissent peu, notamment dans le neuf, qui subit la hausse du coût des matériaux, le niveau élevé des prix du foncier, ainsi que les surcoûts liés à l'instauration incessante de nouvelles normes. À cette crise de la demande s'ajoute une crise de l'offre, plus structurelle, notamment due à la mise en œuvre du ZAN dans les territoires, densification moins bien acceptée dans les centres urbains. Cet affaissement du marché de la vente, notamment pour le neuf, qui est pourtant le plus performant du point de vue énergétique, a des conséquences en cascade sur le marché de la location. Nos étudiants, nos jeunes actifs ne trouvent plus d'appartements à louer. Les files d'attente pour obtenir un logement social ne cessent d'augmenter. Les propriétaires, inquiets par le risque de ne plus pouvoir louer leur logement en raison du calendrier de mise en œuvre des critères de décence énergétique, sont de plus en plus nombreux à jeter l'éponge. Le diagnostic est posé et je crois que nous sommes tous conscients de cette réalité. Mais dans ce cas, comment comprendre que les dernières mesures du gouvernement ces derniers mois ne font qu'aggraver la crise ? Comment comprendre l'extinction programmée du dispositif Pinel, accusé de tous les maux, alors que la crise du neuf s'explique pour une majeure partie par la disparition des investisseurs particuliers ? Comment comprendre le recentrage du PTZ et l'exclusion des maisons individuelles pour le neuf, un dispositif qui exclura des centaines de milliers de ménages dans les zones rurales et périurbaines et aboutira, selon les prévisions de la SGFGAS, à une émission de seulement 40 000 prêts en 2024, contre 122 000 en 2017. Comment comprendre que le gouvernement refuse le rétablissement des APL accession, pourtant soutenu majoritairement au sein de notre Assemblée ? Comment comprendre que le gouvernement maintienne un calendrier de mise en œuvre des critères de décence énergétique alors que les propriétaires, notamment dans les copropriétés, sont dans l'impossibilité de mener des travaux de rénovation et que le marché locatif n'a jamais été aussi tendu ? Mes chers collègues, cette proposition de loi propose un chemin diamétralement opposé à celui proposé par le gouvernement. En temps de crise, on soutient un secteur, on ne l'enfonce pas. On n'adopte pas des mesures procycliques qui aggravent la crise. Il ne s'agit pas seulement de soutenir des entreprises du bâtiment dans la promotion, au sein des études notariales ou des agences immobilières, quoique plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'emplois sont en jeu à court terme, mais plus fondamentalement de répondre aux aspirations légitimes et fondamentales des Français, dont le parcours résidentiel a été interrompu brutalement. Dans ce contexte, la proposition de loi que je vous présente n'a pas vocation à transformer la politique de logement de fond en comble. Un projet de loi est annoncé. Elle vise juste à apporter des solutions de court terme afin de ne pas voir s'effondrer tout un secteur et anéantir les espérances des Français qui veulent pouvoir se loger facilement et pour un certain nombre d'entre eux d'accéder à la propriété. Faciliter les opérations de rénovation, fluidifier le marché locatif, favoriser la construction et l'achat de logements. Voilà plusieurs mesures d'urgence. J'espère que nous en retiendrons certaines. Les 3 premiers articles de ma PPL ont trait à la rénovation énergétique. L'article 1 part d'un présupposé simple. Les copropriétés n'arriveront pas à respecter le calendrier fixé par la loi climat et résilience. On en connaît les raisons, des aides de l'ANA illisibles et insuffisantes pour les copropriétés, le fonctionnement propre des copropriétés qui induit un certain temps pour mettre en œuvre les travaux, l'absence de solidarité entre copropriétaires qui n'ont pas tous la même classe de performance énergétique.
De deux choses l'une. Soit on fonce dans le mur et des dizaines de milliers de logements sortiront du marché locatif à partir du 1er janvier 2025, en attendant qu'ils soient rachetés, peut-être par des fonds d'investissement, car j'ai l'impression que c'est ce que souhaite le gouvernement. Soit on abandonne toute ambition en matière de rénovation énergétique. En proposant de suspendre le caractère d'indécence énergétique, en cas d'adoption d'un plan pluriannuel de travaux suffisamment performants, nous pouvons faire le choix de l'ambition et du réalisme. Les propriétaires doivent s'engager sur un calendrier propre de rénovation, mais il faut leur donner du temps. J'entends déjà certains dire que ce n'est pas assez exigeant, que l'adoption d'un PPT n'entraîne pas nécessairement la réalisation des travaux. Je ferai remarquer que les copropriétaires sont tenus de financer un fonds de travaux lorsqu'un PPT est adopté. Se doter d'un PPT, c'est donc se doter d'un plan de financement pour mener à bien des travaux complexes. Libre à vous, chers collègues, de renforcer le dispositif s'il le faut. Le tout est de donner un temps suffisant. L'article 2 propose de repousser à 2030 la mise en œuvre du calendrier de rénovation énergétique. Là encore, il ne s'agit pas de repousser pour repousser, mais de prendre acte de la situation actuelle au-delà de la seule situation des copropriétés. Rien n'est fait pour que les propriétaires puissent engager sereinement des travaux de rénovation. Le système d'aide de l'ANA est illisible et l'agence connaît des difficultés récurrentes de gestion. La fraude de faux artisans fait la une des journaux. Les DPE ne sont pas fiables, on l'a évoqué hier soir, et rien ne garantit la classe énergétique du logement une fois les travaux réalisés. Les entreprises RGE sont, elles, en nombre trop limité. Ce sont autant de problèmes auxquels il faut s'atteler avant d'exiger l'impossible pour les propriétaires. Par ailleurs, je remarque, une fois encore, la tendance si typiquement française à la surtransposition. La première échéance de nos engagements dans le cadre des objectifs européens est en 2030. Pourquoi imposer à nos concitoyens une échéance préalable alors que rien ne l'exige ? L'article 3 propose l'instauration d'un crédit d'impôt sur les dépenses de rénovation énergétique. Il souligne l'insuffisance des aides de l'ANA et leur caractère illisible. Cet article permet d'y remédier. J'en viens au titre 2, qui vise, lui, à fluidifier le marché locatif. L'article 4 permet de revenir sur la loi de 1948. Même si les cas sont peu nombreux, certaines familles sont présentes depuis plusieurs dizaines d'années dans un même logement, en se transmettant de génération en génération le droit de maintien dans les lieux pour un loyer totalement dérisoire. Cette situation inique envers les propriétaires doit être corrigée, d'autant qu'elle empêche bien souvent de réaliser des travaux de rénovation énergétique ambitieux qui ne peuvent se faire qu'avec des revenus locatifs suffisants et dans un logement vide. L'article 5 est un article de simplification qui permet d'harmoniser les règles de prolongation du bail en cas de mise en copropriété avec le droit commun qui s'applique au locataire en cas de vente du logement dans lequel il habite. Enfin, j'en viens au titre 3, qui concentre les principaux dispositifs de la PPL. L'article 6 propose d'instaurer un crédit d'impôt sur les annuités des emprunts immobiliers des logements neufs soumis à la réglementation environnementale 2020. Ainsi, nous soutenons les contribuables, mais également les professionnels du logement. Si le dispositif n'est ouvert que pour une année, son coût sera limité et surtout sera compensé, Monsieur le Président, par les recettes fiscales générées par les ventes supplémentaires. Encore plus économe, parce que je vous ai écouté hier, l'article 7 vise à exonérer des frais de notaire les premières transmissions à titre gratuit, donation ou héritage, d'un logement acheté de l'automne 2023 à la fin de l'année 2024. À court terme, les recettes fiscales augmentent avec l'achat de logements neufs. La dépense ne se matérialise souvent que des dizaines d'années plus tard au moment de la transmission du bien, si on y pense encore. C'est une mesure très efficace pour relancer la vente de logements neufs qui est tout simplement en train de s'effondrer et dont le coût est très faible. L'article 8 propose deux choses, le dézonage du prêt à taux zéro et l'indexation de ses paramètres. Ce qui est proposé, là, va dans le sens inverse du détricotage proposé par le gouvernement. En excluant les zones dites détendues du PTZ dans le neuf et les maisons individuelles, le gouvernement souhaite tout simplement une baisse importante du nombre de prêts émis. Disons la vérité, les effets de manche de la communication gouvernementale ne trompent personne. La majorité souhaite tout simplement réduire à portion congrue le nombre de PTZ avec moins de 40 000 prêts émis en 2024, selon les prévisions qui nous ont été transmises dans le cadre de la réforme proposée par le gouvernement. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, plus de 350 000 prêts avaient été émis en 2011. À l'époque, on pouvait parler d'une ambition pour l'accession à la propriété. L'article 9 propose de prolonger jusqu'en 2027 le dispositif de Normandie ancien. S'il devrait sans doute être simplifié au regard du faible nombre de projets menés chaque année, la finalité est la bonne, puisqu'il s'agit de rénover un bien existant. Je regrette encore une fois le manque de transparence du gouvernement qui a refusé de nous transmettre le rapport d'évaluation du dispositif qui devait pourtant être communiqué au Parlement avant le 30 septembre 2023. Ce rapport existe pourtant, j'en ai eu confirmation. Monsieur le Président, si vous pouviez aussi appuyer cette demande, je suis preneur. L'article 10
propose de généraliser l'expérimentation du Pinel breton. Tous les acteurs s'accordent à souligner la réussite du dispositif. Tous. Laisser la possibilité aux préfets de région, en accord avec les élus locaux, de choisir les territoires éligibles permet de maximiser le niveau de construction de logements en luttant contre l'étalement urbain, tout en proposant des loyers moins élevés aux locataires. L'évaluation de mi-parcours transmise au Parlement en 2022 est claire. Le Pinel breton constitue un vrai succès. Alors que le ministre en charge du logement ne cesse d'appeler de ses voeux une décentralisation de la politique du logement, encore hier soir, n'allons pas chercher très loin, nous avons là un outil qui fonctionne. La déconcentration du dispositif Pinel constitue une mesure de bon sens qui a fait ses preuves. L'article 11 propose quant à lui de rétablir les taux du Pinel existants jusqu'en 2022. Je rappelle que la baisse de 30% du nombre de ventes de logements neufs reflète en réalité une baisse bien plus importante du nombre de ventes aux investisseurs particuliers. Elle est de 50%. Les taux proposés aujourd'hui ne sont plus du tout incitatifs. Et surtout le Pinel+, censé maintenir les taux précédents pour les constructions les plus performantes du point de vue énergétique, n'est pas du tout opérant. Le respect de la réglementation RE 2020 dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2025 ne permet pas nécessairement d'atteindre la classe de performance énergétique A. Condition pourtant nécessaire pour bénéficier des taux bonifiés du Pinel+. Résultat, aucun promoteur ne souhaite commercialiser des logements dans l'incertitude du DPE qui sera réalisé au moment de la livraison du logement. C'est trop risqué. Et là, c'est un flop. Enfin, le dernier article, l'article 12, permet de rétablir les APL accession. Je rappelle qu'à plusieurs reprises, des amendements ont été adoptés lors de l'examen du PLF pour rétablir ces APL accession. Nous pouvons nous retrouver ce matin sur les différents bancs de cette commission. Les ménages modestes qui travaillent mais ne gagnent pas de très hauts revenus ne doivent pas être exclus de la propriété. La suppression des APL accession en 2018 a été une grande erreur de cette majorité. La part des ménages modestes au sein des primo-accédants n'a pas cessé de baisser depuis ces 4 dernières années, selon un Banque de France. Il n'est pas trop tard pour s'en rendre compte. Je vous remercie pour votre attention et espère que de nombreuses mesures proposées ici seront retenues par notre commission. Merci, monsieur le rapporteur. Je vous propose de passer aux orateurs de groupe. Nous allons commencer tout de suite avec le groupe Renaissance. Et c'est Lionel Cos qui porte la parole de son groupe. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues. Donc aujourd'hui est présentée devant la commission des affaires économiques une proposition de loi visant à adopter des mesures d'urgence pour remédier à la crise du logement. Cette proposition, initiée par notre collègue Thibault Bazin, est composée de 13 articles répartis au sein de 3 titres. Tout d'abord, je tiens à dire une chose. On ne parlera jamais assez du logement dans cette Assemblée. Quand vous n'en êtes pas sans le savoir, le logement connaît sa plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale et je partage en tout point le constat général dressé par notre collègue Thibault Bazin. Toute la chaîne du logement est atteinte. Grippage de l'offre, de la demande, de l'accession, de l'investissement immobilier, du financement, et cela dans tous les départements français. Il sera donc difficile, sur les quelques minutes qui me sont accordées, d'en dresser un bilan véritablement exhaustif. Je partage encore une fois le constat dressé par cette PPL. Mais si l'intention du député Thibault Bazin est honorable, je ne pense pas que cette proposition de loi soit le véhicule législatif adéquat pour tenter d'enrayer cette crise, tant elle est profonde et complexe. En effet, cette proposition de loi décline 13 mesures qui, prises ensemble, n'affichent que très peu de cohérence. Des mesures relatives au diagnostic de performance côtoient des mesures sur le prêt à taux zéro. Cette proposition de loi, qui allie des thématiques diverses et variées, allant de la fiscalité à l'énergie, reprend également des mesures déjà adoptées par le gouvernement ou déterre parfois des dispositifs délaissés par ce dernier depuis de nombreuses années. Sur la question de savoir s'il faut reporter l'interdiction de la mise en location des logements considérés comme des passoires thermiques, nous devons maintenir le cap fixé par le gouvernement dans la loi Climat et Résilience. L'article 2 de la proposition de loi prévoit qu'aucune interdiction de louer relative au DPE ne peut être mise en place avant 2023, repoussant alors l'interdiction de location des logements classés en G à partir du 1er janvier 2025. Si nous voulons efficacement lutter contre les ravages du réchauffement climatique, nous devons respecter les prescriptions de cette loi exigeante mais nécessaire. Je pense également à l'article 3 qui instaure un crédit d'impôt sur la rénovation énergétique des logements. Dès le départ, le gouvernement a fait le choix très clair de fonder MaPrimeRénov' sur un système de subventionnement et non pas de crédit d'impôt. À mon sens, il est inutile de revenir là-dessus, le dispositif étant de plus en plus utilisé par les Françaises et les Français. Enfin, si je partage l'extension du domaine du PTZ qui vise à relancer l'accession à la propriété, l'article 8 de cette proposition de loi ne trouvera pas à s'appliquer. J'ai d'ailleurs déposé des amendements en ce sens dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024. Cependant, un débat est aujourd'hui en cours au Sénat et reviendra par la porte à l'Assemblée nationale prochainement.
Il est bien entendu nécessaire d'adopter une approche globale en matière de logement. Cependant, je considère, sans trop prendre de risques, que cette proposition de loi ne vient poser que du sparadrap sur des plaies bien trop profondes. En ce qui concerne les amendements, ces derniers entraîneraient des dépenses bien trop importantes pour l'État. Toutes ces dépenses devraient être évaluées dans le cadre d'un projet de loi de finances et non pas dans le cadre d'une proposition de loi. Merci beaucoup. Monsieur Bazin, souhaitez-vous réagir? Vous avez 1 minute pour le faire. Oui, merci, merci Monsieur le Président. Chers collègues, Lionel Causse, je vous remercie d'avoir partagé un constat sur la crise. Bon, vous dites que ce n'est pas le véhicule législatif adapté. Moi, je pense qu'à un moment, il faut saisir des opportunités. Peut-être que tous les articles ne vous conviennent pas. Pour autant, vous dites qu'il n'y a pas de cohérence entre les articles. Moi, je n'ai pas voulu opposer le neuf et l'ancien. Je n'ai pas voulu opposer l'accédant et l'investisseur. Je pense qu'à un moment, on a besoin de tout, parce que la crise est protéiforme. Vous dites que je déterre des dispositifs. À un moment, il ne faut pas faire preuve d'innovation quand il y a eu des dispositifs qui ont marché. Moi, je pense qu'il faut les reprendre quand ils ont été pertinents. Et que certains sont des innovations parce qu'ils sont venus aussi des acteurs eux-mêmes. Vous dites qu'il faut lutter contre les ravages du réchauffement climatique. Je suis d'accord. Mais il faut surtout qu'on fasse en sorte d'écrire comment on le fait. Merci beaucoup. Je propose de passer au groupe Rassemblement National et c'est Frédéric Falcon qui porte la parole de son groupe. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Alors après le bilan catastrophique de la majorité d'Emmanuel Macron, les délires d'une écologie punitive conceptualisée par une technocratie hors sol, enfin, nous étudions aujourd'hui une proposition de loi qui va dans le bon sens. Cette proposition, qui comporte pas moins de 13 articles, apporte des solutions d'urgence à la crise du logement et nous nous félicitons que nos collègues les Républicains prennent des positions claires contre les excès idéologiques de la majorité. Vous proposez un allongement du calendrier de mise en application des normes énergétiques appliquées aux logements destinés à la location. Si le Rassemblement national souhaite supprimer purement et simplement cette mesure qui déstabilise profondément le marché locatif par une augmentation de la vacance et une chute de stock de logements disponibles, nous accueillons volontiers cette souplesse que vous proposez aux Français dans un contexte inflationniste touchant les travaux d'isolation et de rénovation. Nous accueillons aussi favorablement votre proposition de ressusciter le dispositif fiscal exceptionnel de 1993 qui propose un abattement sur les donations fléchées vers l'acquisition d'un logement neuf afin d'aider les promoteurs à écouler leur stock et de les sauver de la faillite massive qui les menace. Notons que notre collègue Philippe Lotio a proposé un amendement allant dans ce sens dans le PLF 2024. Nous validons également le retour de l'appel accession que nous appelons de nos voeux face à Emmanuel Macron qui ne souhaite décidément plus que les Français soient propriétaires. Vous auriez pu également ajouter la déductibilité des intérêts face à la remontée des taux. Si nous sommes globalement favorables aux mesures que vous proposez, permettez-moi de pointer votre manque de vision quant à l'aménagement de notre territoire. Nous pensons que toutes ces mesures seront vaines sans une réelle politique de rééquilibrage entre les grandes métropoles, les zones littorales et les espaces jugés les moins attractifs. Nous ne parviendrons pas à faire baisser la tension foncière sans un coup d'arrêt net à la métropolisation qui, depuis des décennies, attire dans quelques villes, à l'espace limité, les capitaux, le développement économique, l'activité et les hommes. Nous sommes aujourd'hui au bout de ce modèle, au bord de l'asphyxie, qui pénalise désormais la croissance économique, reste néfaste à la qualité de vie des Français et accentue la dégradation de notre environnement. Faute de logement, les jeunes renoncent à leurs études, les salariés renoncent à l'emploi. Faute de foncier, les entreprises renoncent à se développer, comme chez moi à Narbonne, où la rareté des terrains disponibles freine le développement économique du territoire. Alors, chers collègues les Républicains, même si c'est un bon début, les mesures que vous avancez ne pourront suffire à elles seules à sortir les Français de la crise du logement. Pour le Rassemblement national, les politiques du logement et d'aménagement du territoire sont indissociables. Nous préparons dès à présent ce projet qui sera, je le crois, porté favorablement au lendemain de l'alternance en 2027. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Falcon, quand vous dites « je manque de vision d'aménagement du territoire », je ne comprends pas, parce que le texte en lui-même est porteur d'une vision d'aménagement du territoire sur deux aspects. Sur le prêt à taux zéro, je souhaite qu'on puisse justement l'offrir sur l'ensemble du territoire, pour donner une chance d'accéder à la propriété sur l'ensemble du territoire français. Sur la question du Pinel breton, et on le sait bien, quand on veut densifier à un moment, il faut se donner les moyens de pouvoir le réaliser. Une décentralisation, on fait confiance aux acteurs locaux, aux élus locaux, qui peuvent co-construire en disant c'est plutôt à cet endroit-là qu'on veut avoir les agréments pour le Pinel. On est sur une vision d'aménagement du territoire. Donc il n'y a pas du tout une impasse sur la question de l'aménagement du territoire. Et avec mon collègue Jean-Claude Lecabart, nous avions mené une mission d'information pour la délégation aux collectivités locales sur les déséquilibres entre milieux urbains et milieux ruraux. Et on avait vu que la situation était beaucoup plus complexe
en France, qu'on a parfois des territoires ruraux qui vont très bien, parfois des métropoles qui vont très mal, et qu'en fait, il faut pouvoir adapter en fonction des régions. Et on ne peut pas attendre 2027 pour prendre des mesures d'urgence sur le logement. Je suis désolé, c'est un texte de mesures d'urgence, ce n'est pas un texte sur l'ensemble de la politique logement. Oui. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais passer au groupe LFI. C'est Sébastien Delegou qui porte la parole de son groupe. Monsieur le Président, collègues, alors que nous traversons une crise du logement sans précédent, avec, je le rappelle, plus de 300 000 sans domicile fixe, avec plus d'un Français sur 6 concernés par le mal logement et avec, entre autres, des loyers et des charges qui explosent tous les jours pour les plus pauvres, le groupe Les Républicains nous propose une nouvelle loi qui, sous prétexte d'urgence, vise à écraser le droit au logement digne des locataires au profit de la rentabilité économique des multipropriétaires et des marchands de sommeil qui se gavent et vivent de la misère. Oui, la rentabilité, car pour les Républicains, acheter le toit de quelqu'un d'autre est avant tout un investissement qui, comme tout investissement, doit rapporter de l'argent. Et qu'importe si le prix des loyers est multiplié par 2 en 40 ans au bénéfice unique des propriétaires, et qu'importe si les 10% les plus modestes dépensent presque la moitié de tous leurs revenus pour ne pas dormir dehors, et qu'importe si les logements loués sont des passoires thermiques, s'ils ne protègent pas du froid, ni de la chaleur, ni de l'humidité. N'en déplace aux LR, RN et macronistes qui partagent sur ce sujet et sur d'autres visions aussi une vision commune, le logement n'est pas un investissement comme un autre. Face à la financiarisation du marché du logement, il devient d'autant plus urgent de garantir le droit au logement en inscrivant dans la Constitution. La crise à laquelle nous faisons face ne se résume pas à une crise de marché immobilière. C'est avant tout une crise sociale, une crise humaine qui, loin des préoccupations de la droite et des conséquences concrètes sur nos concitoyens les plus pauvres. Croyez-moi, car j'en ai fait les frais personnellement. Et ces conséquences sont malheureusement bien loin d'une dégradation passagère des taux de rentabilité jusqu'à la particulièrement élevée. À l'inverse de tout ce que propose cette loi, face à l'explosion des coûts du logement, nous devons de toute urgence geler les loyers, mieux les encadrer et interdire les expulsions sans relogement pour éviter de nouveaux drames. Face à la pénurie du logement social, nous devons construire plus, augmenter de 30% les taux de logements sociaux pour les communes en zone tendue, et ce notamment dans les quartiers qui en sont le plus dépourvus. Enfin, face à la crise climatique que nous subissons et qui touche en premier lieu et tout à fait inégalement pour les plus pauvres d'entre nous, il est nécessaire de rendre obligatoire et de planifier dès à présent la rénovation globale des logements. Puisque cette loi passe à côté de la plupart des urgences liées à la crise du logement et qu'elle rétropédale dans la totalité du peu de ce qu'elle traite, le groupe France Insoumise votera contre. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le Président. Chers collègues de l'OVU, je pense que votre vision est un peu caricaturale. On ne peut pas résumer les mesures qui sont dans cette proposition de loi à acheter le toit de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas reprendre tous vos termes, mais je pense que c'est une vision caricaturale. Je n'ai pas soutenu toutes les mesures qui ont été prises durant le dernier quinquennat, mais objectivement, en matière d'hébergement d'urgence, on est quand même passé de moins d'1 milliard à 3 milliards, et que clairement, sur les dispositifs qui ont été mis en place, on a eu des réelles améliorations dans la prise en charge. Il y a encore à faire, je ne le nie pas, mais on ne peut pas contester qu'il y a eu des améliorations sur l'encadrement des loyers. Là où ça a été pratiqué, il y a eu des externalités négatives. Et puis, vous semblez oublier qu'il y a déjà un encadrement de l'indexation des loyers. Et que si à un moment, on veut assurer des rénovations, il faut qu'en face, on puisse les financer. Si on fait l'impasse sur cette question-là, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas de rénovation, ou on abandonne et il y a des logements vacants. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Les Républicains. C'est Vincent Rolland qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Merci à notre rapporteur de venir présenter devant notre Commission des affaires économiques vos propositions, Monsieur le rapporteur, en matière de logement que nous faisons nôtres. Ce projet est un projet sérieux d'un peu plus de 10 articles construits autour de 3 grands axes, comme cela a été dit: faciliter les opérations de rénovation des logements, fluidifier le marché locatif
et favoriser la construction et l'achat de logements. Bien que nous soyons nombreux à déplorer cette crise du logement, il faut reconnaître que les solutions divergent très largement selon les groupes de notre Assemblée. Certaines de ces solutions vont même, selon nous, jusqu'à aggraver la crise du logement, comme par exemple la question des DPE pour les propriétaires bailleurs qui souvent se retrouvent devant un mur pour réaliser les travaux, et des dizaines de milliers de logements menacent de sortir du marché, rien que cela. La proposition de loi que vous proposez répond à la problématique. Elle ne nie sûrement pas l'intérêt environnemental de la mesure, mais elle est davantage pragmatique et consciente aussi que nos entreprises et artisans ne peuvent pas satisfaire cette demande dans les délais imposés. En ce qui concerne la fluidité du marché locatif, l'encadrement des loyers est aussi le symbole de la fausse bonne idée. Une personne qui souhaite investir dans la pierre pour rénover un logement et le mettre sur le marché de la location ne pourra la plupart du temps réaliser son projet, car l'encadrement des loyers l'empêchera d'équilibrer son opération, d'autant plus que nous avons aujourd'hui des taux d'intérêt extrêmement élevés qui pénalisent les opérations d'emprunt. Quant à la construction et à l'achat de logements, l'incitation reste de mise. Avec le déploiement plus large et plus équitable du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire et pour toutes les familles, tout comme la prolongation du dispositif de Normandie jusqu'au 31 décembre 2027, ainsi qu'une aide visant à encourager la rénovation de logements anciens, notamment dans les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Vous l'aurez compris, notre groupe est force de proposition pour faire face à la crise du logement et nous espérons pouvoir compter sur toutes les bonnes volontés pour faire adopter ces solutions de bon sens. La crise du logement, aujourd'hui, c'est d'abord un défaut d'offre. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, cher collègue Vincent Rolland, pour vos propos et votre soutien. Vous mentionnez la question du DPE. Je crois que c'est très important et c'est un sujet majeur de cette proposition de loi. Ce n'est pas de renoncer à l'ambition de lutter contre le réchauffement climatique et la rénovation énergétique. Il faut le faire, mais c'est comment on le fait. Et donc, ambition et réalisme. Comment on le finance, comment on l'accompagne, c'est ça la question essentielle. Et je crois que travailler sur le comment, et c'est un peu le SAV, c'est le service après-vote de ce qui a pu être imaginé. Il y a des solutions de financement, il faut des solutions aussi de calendrier, de manière à expliquer, plutôt qu'ils abandonnent ce projet, que ça puisse être fait. Sur la question des dispositifs Action Cœur de Ville qui ont été lancés par le gouvernement et sa majorité, c'est aussi de pouvoir écrire le comment on rénove vraiment nos centres-villes, et ça passe par la prorogation du de Normandie ancien. Bien, merci. Nous passons à présent au groupe démocrate et c'est Romain Daubier qui porte la parole du groupe. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mon cher collègue, merci de me donner la parole sur cette proposition de loi de mesures d'urgence pour remédier la crise du logement. Je vous remercie parce que ça permet de parler d'un problème qui est important, parce que oui, il y a une vraie crise, que ce soit sur la transaction, sur la construction et également sur le marché de la location, et pas uniquement dans les grandes métropoles, mais partout en France. On assiste objectivement à une chute des crédits immobiliers, et malgré l'infléchissement, la baisse récente du marché immobilier, l'accession à la propriété est difficile pour beaucoup de personnes. Et il y a également une crise importante de la construction, puisqu'on estime à une baisse de 27% par rapport à 2022, en 2023, la baisse des constructions. Il y a des enjeux donc importants, et merci de nous permettre d'en débattre. C'est un sujet sur lequel je travaille. J'ai notamment fait une proposition de loi pour transformer plus facilement des bureaux en logement, qui a été cosignée par des dizaines de députés de différents groupes. En revanche, je pense qu'on pourrait peut-être s'appuyer sur des missions en cours. Je pense sur la mission sur le logement digne qui est en cours, ou celle de Marina Ferrari sur la fiscalité locative pour adapter les fiscalités aux enjeux locaux, et qu'on n'a pas forcément tous les éléments à ce jour pour se forger une opinion. Le principal reproche que je pourrais faire à cette proposition de loi, c'est qu'elle s'appuie essentiellement sur des crédits d'impôt, et en dépit
tout le respect que j'ai pour vous et l'histoire commune qu'on peut avoir. Je me pose des questions parfois sur la cohérence, où en même temps il y a des très forts critiques sur les déficits de l'État et de proposer des nouvelles dépenses à ce même État et budget de l'État. Sur les passoires thermiques, je pense qu'on occulte dans votre proposition de loi quand même les 5 milliards d'euros qui sont mis sur MaPrimeRénov' sur 2024 et qui doit permettre aux Français à la fois de payer moins en termes de factures, de pouvoir vivre mieux, plus conformément au logement, puis contribuer à ce grand changement de la transition climatique, ce grand défi. Sur Pinel-Breton, je serai très court et je vous renverrai simplement au rapport de la Cour des comptes à ce sujet et qui est plus critique en tout cas sur les résultats. Là, on aura peut-être des points de convergence, c'est sur le PTZ. Je suis moi-même élu d'une députée d'une circonscription, on va dire, périurbaine et rurale, proche d'une très grande agglomération, et j'ai vu effectivement les conséquences qu'il pouvait avoir avec des gens qui quittaient les ultra-centres-villes pour vivre dans mon secteur. Et je vous rejoins en disant que la décision du gouvernement de recentrer très fortement le prêt à taux zéro ne sont pas adaptées. Je vous rappellerai que j'avais signé avec le groupe démocrate un amendement dans ce sens. Le point également qui ne peut pas être traité dans la proposition de loi, c'est le rôle des banques. Aujourd'hui, j'estime que les banques ne font pas leur travail de financement de l'immobilier et de l'accession à la propriété. Et je profite de ces tribunes pour leur dire il faut que les banquiers fassent le travail et utilisent les marges de manœuvre que HSF leur propose. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, très rapidement, merci Monsieur le Président. Monsieur Debenis, merci pour le diagnostic que vous partagez. Bien sûr, cette PPL n'a pas vocation à apporter toutes les mesures qu'il faudrait pour le logement et les missions en cours de nos collègues pourront apporter d'autres mesures. C'est quelques mesures d'urgence. Sur la question des crédits d'impôt, les 12 articles ne sont pas tous des crédits d'impôt, heureusement. Il y a même des articles qui ne coûtent rien et je dirais même qu'il y a des articles qui vont plus rapporter à l'État que ça va lui coûter, puisque les recettes fiscales du logement, et on le sait aussi en termes de recettes sociales, puisque derrière la construction d'un logement, il y a parfois près de 2 emplois derrière, c'est autant qu'il peut. Je vous dis ça, c'est qu'à mon avis, la question de la cohérence, c'est aussi de pouvoir apporter une réponse neuf, ancien, investissement, accession. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe socialiste et c'est Iñaki Etxeniz qui porte la parole. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Les jours se suivent et se ressemblent dans notre commission alors que nous abordons ce 3e texte sur le logement en une semaine. C'est bien sûr la traduction de l'urgence sur cette question. Monsieur le rapporteur, ne prenez pas personnellement cette critique car je connais votre engagement sur ce sujet, mais on ne peut pas dire que le groupe LR partage cette urgence au-delà du titre du texte en ayant placé celui-ci en 9e position de votre niche après une urgence certainement plus écrasante. Je parle ici de la lutte contre l'écriture inclusive. Pourtant, votre texte aurait dû bénéficier d'un véritable débat, car au-delà de nos divergences, il a le mérite de tenter une approche globale de la crise du logement. Il pose certaines questions qu'il nous faudra traiter, comme la sortie du régime des baux de 1948, qui n'ont certes plus de sens, mais qui permettent néanmoins à leurs bénéficiaires, souvent très modestes, de se loger correctement. Cependant, il comporte plusieurs mesures qui, pour nous, posent des difficultés majeures. En premier lieu, vous portez plusieurs mesures de desserrement des objectifs fixés dans la loi climat et résilience en matière de performance énergétique des logements. Le fait de donner de la latitude dans le cadre du plan pluriannuel des travaux fait sens, mais elle est insuffisamment exigeante sur le contenu et la dérogation trop longue en se calant sur le délai de 10 ans. Plus grave, vous proposez un report de 5 ans du délai pour les passoires thermiques auquel nous pouvons évidemment souscrire. Vous nous proposez ensuite des mesures que je qualifierais de traditionnelles de droite, faire payer aux contribuables la constitution du patrimoine. C'est en particulier le cas de votre mesure à l'article 6, qui vise à proposer un crédit d'impôt pour financer l'amortissement des emprunts contractés en vue de l'acquisition d'un logement neuf répondant aux normes environnementales RE 2020. Franchement, monsieur le rapporteur, faire payer à la collectivité l'évolution des prix des matières premières sur la construction, indépendamment du niveau de revenus et de patrimoine des acheteurs, ce n'est pas sérieux. De la même manière, la proposition qui consiste à offrir les DMTO ou DMTG sur les acquisitions de logements neufs ou en VFA acquis dans l'année qui vient, si on comprend la logique, constitue un cadeau fiscal indu car ne prenant pas en compte au moment de l'opération le patrimoine ou le revenu du bénéficiaire. Ce dispositif est insuffisamment cadré.
Enfin, si nous partageons la nécessité de renforcer le PTZ, il nous semble que les rapports successifs de la Cour des comptes ont démontré que l'outil Pinel était insatisfaisant et qu'il devait laisser place à des mécanismes plus efficients pour répondre à la demande de logement là où existe la tension et à un coût plus raisonnable pour les comptes publics. Par respect pour l'initiative parlementaire lors des niches, nous ne portons pas d'amendement de suppression, mais vous aurez compris que plusieurs dispositions nous posent difficulté. Sur les autres que j'ai cités, le positionnement de ce texte à la fin de notre niche ne nous a pas incité à proposer des améliorations au fond que vous comprendrez. Ainsi, nous ne pourrons pas voter cette proposition de loi déséquilibrée. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, chers collègues Etcheniz. Vous savez, l'espoir fait vivre et parfois les premiers sont les derniers. L'ordre des textes dépendra un peu de ce qu'on fera sortir de notre commission. Et peut-être que ça donnera envie aussi au groupe LR de retenir peut-être même en première place ce texte si des mesures pour tous les Français étaient retenues. Vous évoquez la question du calendrier des passoires thermiques en disant on ne peut pas les reporter. Peut-être qu'on ne les reporte pas, mais faisons en sorte de donner les moyens alors de pouvoir remplir ces objectifs, sinon on va dans le mur. Alors sur la question de faire payer à la collectivité la construction pour des particuliers, il n'y a pas que des particuliers, mais on a surtout, si on a la crise qui se poursuit, il n'y aura pas de construction, pas d'achat, pas de recettes pour l'État, pas de TVA, pas de DMTO. En réalité, on est tous perdants. Et donc, si on ne relance pas de manière efficace la construction et l'acquisition, on va dans le mur. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe Horizon et c'est Luc Lamiraud qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La proposition de loi portant mesures d'urgence pour remédier à la crise du logement dépasse, à notre avis, largement l'ambition d'une proposition de loi pouvant être adoptée dans le cadre d'une niche parlementaire, compte tenu de la grande variété de ses articles, des sujets qu'elle entend traiter, ainsi que son impact budgétaire potentiellement massif sans étude d'impact. Dans un contexte où nous devons, au contraire, avoir une attention particulière sur l'état de nos finances publiques. Concernant la proposition d'un plan pluriannuel de travaux pour les copropriétés, le pragmatisme ne correspond pas à l'urgence climatique et risquerait de maintenir les locataires dans des logements coûteux et non vertueux pendant 10 ans ou plus, car les PPT ne constituent pas un engagement formel des propriétaires. La rénovation thermique est pour moi avant tout une mesure sociale. En effet, les charges de chauffage dans les passoires thermiques génèrent des dépenses de plus en plus insupportables pour les locataires. Je suis donc personnellement pas favorable à une prorogation de la mise en application de cette mesure comme rédigée dans votre PPL. Je suis cependant bien conscient et soucieux de l'impact sur les finances des propriétaires. Je serais donc favorable à ce que les travaux se fassent à l'occasion d'un changement de locataire. Cela permettrait d'avoir un véritable projet sur cette et une véritable efficacité pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce que je souhaite également, c'est qu'il ne se fasse en revanche pas au plus tard 2 ans après la date de 2025. Je travaille en ce sens sur un amendement pour la séance. Dans un second temps, la PPL souhaite rétablir un ensemble de dispositifs visant à soutenir et dynamiser le marché du logement. Vos mesures sont très coûteuses et ne peuvent donc pas s'ajouter à la politique d'aide ciblée que nous vous avons mise en place. Avec MaPrimeRénov', nous privilégions des aides directes et favorisons l'emploi. Néanmoins, je vous rejoins sur la nécessité de proroger le prêt à taux zéro et le dispositif de Normandie jusqu'en 2027, évolution que nous avons su acter lors du budget 2024. Comme je l'ai déjà évoqué la semaine dernière, nous avons tous conscience que le marché du logement est un marché en tension et ses difficultés rencontrées par nos concitoyens pour se loger à un prix abordable. C'est pourquoi le gouvernement et cette majorité sont pleinement mobilisés avec un soutien à la production du logement abordable, une accélération de l'adaptation du parc de logements aux transitions énergétiques et démographiques, et avec notamment MaPrimeRénov' et MaPrimeAdapt', ou encore un effort particulier
qui s'amplifiera dans les prochains mois sur la protection des plus vulnérables et les politiques locales de l'habitat. Merci beaucoup. Pour ces raisons, le groupe Horizon et Apparentés ne votera pas cette Merci proposition. beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Cher collègue Luc Lamiraud, avant de vous prononcer sur l'ensemble du texte, attendez de voir ce qui sortira de la commission. Sur le programme pluriannuel de travaux, quand vous dites que ce n'est pas un engagement formel pour les copropriétaires, enfin, quand vous êtes copropriétaire et que vous devez provisionner des charges dans des montants très importants pour justement réaliser des travaux, c'est un engagement financier qui est très important. On ne peut pas dire que ce n'est pas un engagement. Sur les questions du coût des mesures, déjà, tous les articles ne sont pas des articles qui coûtent. Certains ne coûtent rien. Et je dirais même, aujourd'hui, il faut qu'on ait un impact sur la perte de recettes pour l'État. Enfin, vous évoquez les travaux que vous préconiseriez au changement de locataire. Mais pour les copros où il faut des travaux d'ensemble, les locataires partent pas tous en même temps. Donc à un moment, il faut qu'on puisse aussi évoquer ce sujet. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe écologiste et c'est Delphine Bateau qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, moi, je croyais que les Républicains voulaient changer. J'avais lu dans le journal que ce parti organisait désormais des nuits de l'écologie et qu'il voulait montrer à quel point il était en train de prendre à bras le corps les enjeux vitaux qui sont aussi des enjeux sociaux majeurs dans lesquels la question des passoires énergétiques est une question extrêmement centrale. Il est totalement faux et même scandaleux de mettre sur le dos de politiques écologiques qui n'ont jamais été menées la situation actuelle de la crise du logement, qui est bien davantage liée à l'augmentation des taux d'intérêt. Alors en fait, si vous aviez pris cette question de la lutte contre les passoires thermiques de façon volontariste et concrète, on aurait pu discuter d'un certain nombre de choses. On aurait pu, par exemple, discuter de la question prioritaire de la suppression du reste à charge pour les familles modestes dans le cadre de l'actuelle MaPrimeRénov'. On aurait pu discuter de la situation des petits propriétaires qu'il faut aider et accompagner pour satisfaire leurs obligations. Mais on aurait pu discuter donc de plein de choses, des filières du bâtiment, des recrutements, de comment on accélère. Mais là, ce n'est pas la philosophie de votre texte. Votre texte, c'est une philosophie de défaire le peu qu'il y avait dans la loi climat. Et c'est un texte surtout qui est dans la continuité des politiques publiques du logement qui nous ont conduits là où nous en sommes, qui ont été des politiques de soutien à la construction neuve sous perfusion d'argent public au détriment de la rénovation et de l'entretien de l'ancien. Donc ce sont des orientations que nous ne pouvons absolument pas soutenir. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Delphine Bateau, il y a des mesures pour permettre cette transition écologique. Moi, je ne suis pas contre j'allais dire la rénovation énergétique. Ben oui. Non. Au contraire. Non, mais je crois que c'est important parce que je ne fais pas partie de ceux qui nient ce défi-là. La question, c'est comment on y arrive. Et travailler sur le comment, écrire des étapes réalistes, donner les moyens de pouvoir le faire, c'est pour moi important. Moi, j'essaye d'être pragmatique tout en étant ambitieux. Et à un moment, quand on va dans un mur, c'est compliqué. On a mené des auditions, et les auditions nous ont fait part que les normes qui ont été mises en place ont eu un coût qui pose souci. Et je ne suis pas que sur la construction neuve. Si vous regardez, il y a des moyens aussi pour la rénovation, et notamment le de Normandie ancien. Je pense qu'on ne peut pas résumer à la construction neuve cette proposition de loi. Madame la ministre, il reste une minute, vous souhaitez réagir? Non, mais je vais avancer une idée, par exemple, sur laquelle je pense qu'il serait temps que la France se bouge. C'est la question des taux d'intérêt différenciés. On doit avoir aujourd'hui une lucidité sur le caractère durable de la hausse des taux d'intérêt et avoir des taux d'intérêt différenciés
pour les investissements écologiques. Sinon, en fait, c'est tout qui est en train de basculer dans une forme d'inertie. Donc, encore une fois, si on n'était pas sur la caricature de défaire ce qui a été fait, où en permanence le législateur, je l'avais déjà dit, s'appelle Pénélope, on pourrait discuter de façon concrète sur où sont les problèmes aujourd'hui, comment on les règle. Mais là, la philosophie de ce texte, qui va encore nourrir la bulle spéculative de la construction neuve, n'est pas la bonne orientation. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au groupe GDR. C'est Sébastien Jumel qui porte la parole de son groupe. Bon, je vais vous faire une concession. J'ai lu très en diagonale la PPL de notre collègue, tellement j'ai pris conscience qu'il n'y croyait pas lui-même. Le niveau de classement dans la niche LR en est l'illustration. Bon, elle a le mérite de souligner l'ardente urgence qu'il y a à définir une politique globale, cohérente, volontariste, politique publique de logement dans ce pays. Mais c'est vraiment le seul mérite qu'elle a. Pour le reste, elle additionne des recettes de droite à une proposition de droite sur les questions de logement. Sur le DPE, il y a non seulement l'urgence écologique que cela représente, mais il y a l'urgence sociale que cela représente pour les gens concernés. Enfin, c'est les pauvres qui sont logés dans les passoires thermiques. Les bourges, ils ont les moyens d'être dans des maisons rénovées, correctement isolées. Enfin, c'est la double peine pour les classes populaires. Et donc, lorsqu'on décale l'ardente obligation de la rénovation thermique, on décale aussi pour les populations concernées le coût que représente l'énergie. Moi, je pense qu'il y aurait à doper, par exemple, via l'ANA, les mécanismes de financement public pour faire de la rénovation dans les cœurs de ville les plus dégradés. Vous évoquez le cadeau de la DMTO pour doper les questions d'offre de logement. Mais enfin, quelles conséquences pour les collectivités locales qui touchent cette DMTO? Est-ce que vous avez parlé à vos élus de la perte de recettes que cela générerait? Enfin, en milieu rural, notamment, lorsque les maires ont des programmes de logement, à quoi sont-ils confrontés? Par exemple, lorsqu'ils ont des friches, à la mobilisation de fonds friches, à la mobilisation de fonds verts, à l'ingénierie dont ne disposent pas les petites communes pour porter le foncier, pour faire des études de réhabilitation, de reconstruction de nature à augmenter l'offre de logement, notamment dans les bassins de vie où les questions de logement sont prégnantes. C'est ces solutions-là qu'il faudrait avancer en même temps que... Alors moi, je partage ce qu'a dit Delphine Batho. Le problème, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. Et d'ailleurs, l'addition de vos mesures de défiscalisation renforce le fait que plus on est riche, plus on a les moyens d'investir pour se faire du blé sur le dos de ceux qui cherchent un logement. Mais il faudrait prêter avec des taux différenciés à ceux qui veulent accéder au droit fondamental inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 que représente le droit au logement, avec évidemment les financements croisés qui vont avec. Donc voilà ce que m'inspire cette PPL de droite. Vous savez, depuis Adam Smith, on sait qu'il ne suffit pas d'agir sur l'offre pour satisfaire la demande. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà ce que m'inspire votre PPL. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Cher collègue Sébastien Jumel, au moins vous m'avez reconnu un mérite. Moi, je pense que le logement, c'est ni un sujet de droite, ni c'est un sujet de gauche, c'est un sujet pour les Français. Le PTZ, l'APL accession, c'est pas que pour les bourges. Et quand on aide un propriétaire à rénover, d'une certaine manière, on aide le locataire demain à avoir des factures énergétiques qui ont baissé parce qu'on a facilité la rénovation. Sur les DMTO, moi je suis sur les DMTG. Et les DMTG, c'est pas les collectivités locales, c'est l'État. Et enfin, sur la question du financement de mesures écologiques, on a déjà des dispositifs qu'il faut sûrement améliorer, mais on a l'éco-PTZ et c'est un sujet à améliorer. Merci beaucoup. Pour le groupe LIOT, ça sera Jean-Louis Bricou qui porte la parole de son groupe. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple, nous disait l'abbé Pierre. Malgré les mises en garde, et moi je trouve qu'il est quand même bien dommage que la crise du logement se soit installée du fait de choix parfois contestables. Effectivement, ça a été rappelé par tous, l'insuffisance de logements neufs, la flambée des prix à la location, à l'acquisition, dans un contexte d'inflation et d'envolée des taux,
les budgets de nos concitoyens sont évidemment très contraints dans leurs projets. Il faut de plus certainement s'alerter du caractère durable de la situation. On le constate, faute de pré-réservation, les programmes neufs ne démarrent plus et inscrivent donc cette crise pour quelques années encore. Cette situation devrait d'ailleurs nous inciter à l'humilité, à la sortie des dogmatismes et à l'écoute, je pense, de toutes les bonnes volontés. L'examen du projet de loi de finances qui ne nous aura pas permis, en fin de compte, d'acter certainement le choc nécessaire, des propositions visant à soutenir le logement social, la suppression du RLS, le taux de TVA à taux réduit ont été refoulés. Je crois que c'était d'ailleurs des amendements de la majorité. Et il en va de même pour l'accession à la propriété. Le PTZ a aussi été balayé et toujours rien en vue pour l'accession, l'appel accession. Depuis hier, on a pu avancer sur la fiscalité des meublés de tourisme et aujourd'hui, nous entamons de nouveaux débats avec des propositions alors que nous ne partageons pas dans leur globalité, mais qui ont le mérite quand même d'exister et en tous les cas d'être débattues. Mais c'est une occasion, je pense aussi peut-être pour le gouvernement de réagir par rapport au texte qui nous sera présenté. Dans ce texte, vous le savez, sur les passoires thermiques, nous avons une vision radicalement opposée avec ce qui est proposé. Et s'agissant de la mise en place d'un crédit d'impôt rénovation, nous avons la conviction que cela ne permettra pas d'aider les ménages, en fin de compte, les plus modestes. Par contre, nous soutenons la réhabilitation des APL accession qui permettait d'ailleurs aux foyers modestes dont je viens de parler d'accéder à la propriété, de fluidifier le parc de logements sociaux aujourd'hui complètement grippé. De même, nous pouvons certainement converger sur le prêt à taux zéro dont les nouveaux contours excluent dans le logement neuf la majorité du territoire. Comme vous, nous défendons l'accès à la propriété sur l'ensemble du territoire national. Enfin, s'agissant des dispositifs Pinel et de Normandie, vous proposez leur pérennisation. Cela va dans le sens d'incitation forte à la construction et à la rénovation. Nous le voyons, en fin de compte, l'absence de politique de logement cohérente grippe l'économie française en même temps qu'elle fragilise nos concitoyens. Les idées nombreuses, je crois, sont sur la table. Depuis hier, on ne parle que de ça, portées par plusieurs propositions de loi, mais je crois que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Nous attendons les actes du gouvernement. Nous espérons enfin qu'il entendra quelque peu la raison. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Jean-Louis Bricout, j'apprécie votre humilité et je crois que nous devons tous la partager face à la situation. Il y a une forme de frustration pour tous ceux qui sont passionnés par le logement. C'est que pour la deuxième année consécutive, on n'a pas pu examiner la mission budgétaire cohésion des territoires, ce qui est toujours une occasion de pouvoir débattre sur les différentes solutions. On n'est pas toujours d'accord, mais au moins de parler de logement avec le ministre. Je crois qu'on peut se rejoindre et à travers votre intervention, peut-être sur des mesures consensuelles dans cette proposition de loi. Vous avez évoqué les APL à accession. C'est vrai que l'enjeu de la fluidité du parcours, de permettre l'accession sociale à la propriété, ce qui libérerait du logement social, et on sait bien qu'il y a des listes d'attente, ça permettrait à un coût modique, puisque c'était à peu près 35 000 APL accession qui se faisaient chaque année, sachant que pour les finances publiques, je le dis à ceux qui sont attachés comme moi aux finances publiques, il y a des personnes qui vont toucher les APL toute leur vie. Avec les APL accession, c'est limité pendant 15 ans. Merci. Nous avons terminé avec les orateurs de groupe. Je vais passer aux questions individuelles. J'ai à ce stade Madame Florence Goulet, Monsieur René Pilato, Monsieur Jean-Pierre Vigier, Monsieur Jean-Luc Bourgeot. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent lever la main, n'hésitez pas. On commence par Florence Goulet. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues, votre proposition de loi en ses articles 6 et 7, essentiellement, aborde la problématique du logement neuf, en favorisant les acheteurs et les propriétaires avec un crédit d'impôt et une exonération des droits de mutation. Il s'agit en effet d'un sujet majeur pour les acheteurs et les propriétaires, certes, mais aussi pour les entreprises du secteur, puisque la construction de logements neufs représente la moitié de l'activité de la profession du bâtiment. Une relance de la demande pourrait en effet améliorer la situation, mais il y a un angle mort. La multiplication des lois et réglementations, leur changement constant et parfois leur contradiction entre eux, bref, la complexité du régime légal. Entre 2017 et 2021, les entreprises françaises se sont vues imposer 502 obligations et 3670 pages de réglementation. Alors ne pensez-vous pas que la priorité
pour remédier à la crise du logement aurait été de favoriser la simplification et la sécurisation juridique pour les professionnels. Je vous remercie. Monsieur René Pilato. Merci, monsieur le rapporteur. Collègue Bazin, vous avez avec votre PPL mesures d'urgence pour remédier à la crise du logement, vous essayez de sauvegarder un monde en perdition. Aujourd'hui, si on part de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Les prix des matières premières ont explosé, les devis des artisans ou des entreprises ont explosé, les factures des collectivités territoriales ont explosé, même chose pour les particuliers. Le reste à vivre ou le reste dans les budgets dans les collectivités, c'est amoindri. Donc à partir de là, vous avez des taux d'intérêt qui ont explosé eux également, et vous vous retrouvez avec effectivement un grippage de tout ce qui est logement. Il me semble que vouloir persister à faire des mesures, comme on l'a vu hier, des mesures comme on les voit aujourd'hui, pour sauvegarder ce système, vous avez raison, vous dites « nous allons dans le mur ». Oui, nous allons dans le mur. Un autre monde est possible. Merci, monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur, cher Thibault, bravo pour cette excellente PPL. En effet, la crise du logement exige des mesures d'urgence fortes et immédiates pour le secteur dans son ensemble. Les classes moyennes et modestes, vous le savez, rencontrent des difficultés croissantes pour accéder à la propriété, un, en raison de la hausse du coût des matériaux, et deux, en raison de la hausse des taux d'intérêt. À cet égard, et c'est une bonne chose, vous proposez de dézoner intégralement le dispositif du prêt à taux zéro, ce fameux PTZ, afin de l'élargir aux territoires ruraux. Il s'agit d'un outil important pour soutenir les accédants, dont l'accès au crédit immobilier est de plus en plus difficile. Aussi, dans votre PPL, avez-vous évalué l'impact de cette mesure pour le secteur du bâtiment qui souffre et dont l'activité dépend également des aides à la construction? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai monsieur William Martinet. Merci, monsieur le président. Moi, je trouve que cette proposition de loi du collègue Bazin est intéressante parce qu'elle est représentative de quelque chose. Dans la grave crise du logement dans laquelle nous sommes, qui est à la fois une crise sociale, mais aussi une crise qui déstabilise un secteur économique, il y a, si nous résumons, 3 chemins possibles. Il y a celui de l'inaction, qui me paraît être à peu près la feuille de route du gouvernement. Il y a un autre choix, c'est celui de la bifurcation, c'est ce que propose mon groupe parlementaire. Nous considérons qu'il faut restructurer en profondeur le monde du logement pour atteindre des objectifs sociaux et écologiques. Et il y a une troisième option, que, collègue Bazin, je trouve, vous incarnez absolument parfaitement, c'est la nostalgie de l'ancien monde. Il faut rétablir les anciens dispositifs fiscaux qui font pleuvoir l'argent sur les multipropriétaires, il faut préserver la rente, il faut préserver des intérêts économiques qui ont gagné beaucoup d'argent jusqu'à maintenant et qui doivent, selon vous, continuer à en gagner par la suite. Donc tout ça sent bon la nostalgie. En revanche, vous comprendrez que politiquement, nous sommes en désaccord avec ces orientations. Merci, monsieur Jean-Luc Bourgeot. Oui, monsieur le président. Cher rapporteur, voilà, comme hier soir sur les meublés de touristes, je vais revenir sur le problème des impayés et la difficulté à faire partir les mauvais payeurs. Beaucoup de propriétaires ne veulent plus louer à l'année, allant jusqu'à préférer garder leurs locaux vides. Donc, chers collègues, avez-vous quelques solutions ou voilà, avez-vous étudié ce problème? Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole individuelles? Non, juste pour revenir, parce que M. Bourgeot me tend une perche et je vois M. Bazin sourire. Sur la question des impayés, on a eu une proposition de loi visant à réduire et diviser par 3 même les délais sur le sujet. On s'en souvient, on a été durement d'ailleurs attaqué sur le sujet. Donc on a quand même eu une énorme avancée dessus, qui a été d'ailleurs co-construite avec le groupe LR, avec Annie Genevard à l'époque, avec les sénateurs. Et donc on a quand même diminué énormément. Pour la raison que vous évoquez, c'est-à-dire la crainte de ne pas pouvoir reprendre son bien et donc avoir des impayés qui durent très longtemps. Moi, je n'ai pas vu d'accroche, en tout cas dans le texte de monsieur le rapporteur, sur la question des impayés locatifs. Moi, je voulais profiter juste de l'instant pour poser une question, enfin 2 questions à monsieur le rapporteur aussi, parce que il y a, sur la rénovation thermique, je comprends pas pourquoi il faut envoyer un signal aujourd'hui de retrait total du calendrier, alors qu'on a des propriétaires qui sont engagés dans des travaux, et alors qu'on peut potentiellement y arriver d'ici le 31 décembre 2024. Pourquoi le 29 novembre 2023, alors qu'il nous reste quand même 1 an pour atteindre l'objectif, faudrait-il lever le crayon et dire aux propriétaires « ne faites aucun travaux ». Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent éventuellement de faire un point d'étape l'année prochaine pour savoir exactement qui ne peut pas faire les travaux? Est-ce qu'il y a des copropriétés qui sont vraiment empêchées de le faire?
qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il faudrait revoir, plutôt que se dire on prend le calendrier, on le met à la poubelle, et dès maintenant, 1 an avant l'obligation, on lève le crayon et on fait plus rien. Et du coup, est-ce qu'on peut pas imaginer une autre approche que la vôtre, monsieur le rapporteur? La deuxième, c'est par rapport au coût de votre proposition de loi. Moi, je vois énormément d'articles sur des crédits d'impôt, APL accession, Pinel+. Ça me semble être une PPL à plusieurs milliards. Est-ce que vous avez chiffré le coût de votre PPL? Combien elle coûterait aux finances publiques? Ou est-ce qu'on s'apprête potentiellement à voter une PPL très coûteuse? Et je sais que vous êtes sensible à la question de l'argent public, monsieur Bazin, c'est pour ça que je suis assez surpris. Mais c'est les deux questions que je voulais vous poser. Bref, c'est à vous, monsieur le rapporteur, pour répondre à l'ensemble de ces questions individuelles. Merci, Monsieur le Président, y compris pour vos questions très pertinentes. Alors, à notre collègue Florence Goulet, vous évoquez j'allais dire un grand blocage législatif. Plus on travaille le sujet, plus c'est réglementaire. Et on le voit bien sur les différentes mesures, c'est pas forcément les mesures législatives qui posent souci, c'est plutôt les mesures réglementaires qui ont engendré des coûts. Mais après, je peux pas toutes les balayer. Parce qu'en fait, derrière, il y a des bonnes intentions. Quand vous êtes sur la réglementation incendie, quand vous êtes sur la question de l'accessibilité, quand vous êtes sur la performance, à chaque fois, on a essayé de répondre à une demande des Français légitime. Et donc, il faut pouvoir les conjuguer en y remettant du bon sens. René Pilato me dit que je suis... Alors, ça rejoint d'ailleurs les remarques de William Martinet, vous êtes dans le même groupe. Je serai dans la nostalgie de l'ancien monde. Mais moi, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai même plutôt le sentiment de porter avec ces propositions les mesures d'accompagnement du changement. D'ailleurs, si vous regardez sur la mesure Pinel+, je ne supprime pas la RE 2025. Je dis juste qu'il y a deux critères, DPEA, RE 2025. Le DPEA est problématique. Gardons l'ambition d'être au-delà de la réglementation actuelle. Sur la question de l'augmentation des étiquettes énergétiques, je ne les conteste pas. Je dis juste, écrivons un chemin du possible, du techniquement possible, du financièrement possible, de l'humainement possible. Sur la question de Jean-Pierre Vigier, il a souligné l'augmentation des coûts des matériaux et il me demande l'impact du prêt à taux zéro avec les mesures proposées, c'est-à-dire un dézonage et une quotité finançable intéressante sur l'ensemble du territoire. On a auditionné et très clairement, on estime que ça aurait un effet volume en le multipliant par 2. À la question de Jean-Luc Bourgeot sur les impayés et les mauvais payeurs, oui, c'est un sujet qui revient, notamment par l'UNPI. Les solutions, il faut voir comment sont mises en œuvre les mesures qui ont déjà été adoptées. Je pense à la PPL Kasbarian. Et après, il y a... Tu peux dire ça, je pense pour le coup qu'il faut voir la mise en œuvre. Je dis, voilà. Sur les trois questions de Guillaume Kasbarian, on a sur la question du président, sur la rénovation thermique. Pourquoi on enverrait un signal aujourd'hui? Faut se donner les chiffres. On a 1,5 million de passoires énergétiques. Le gouvernement prévoit 200 000 rénovations globales. On en avait 60 000, il me semble, l'an dernier. 200 000. 200 000 chaque année, d'ici la date butoir, on n'arrive pas à traiter les 1,5 million. C'est juste, voilà, je prends la stratégie, la trajectoire, et je dis, on n'y arrivera pas. Et si on attend l'été 2024, avec les questions des baux, en fait, les acteurs immobiliers anticipent. Et ils anticipent le non-investissement, la non-rénovation. Et si on leur dit, c'est réaliste, vous avez un calendrier réaliste, ok, alors je le fais. Moi, c'est plutôt mon sentiment. Qu'il ne faut pas attendre 9 mois, mais le faire maintenant pour dire, on vous fait un calendrier tenable, donc faites-le plutôt que d'abandonner avant même d'avoir essayé de commencer. Sur la question du coût, est-ce qu'on a chiffré la PPL? Oui. Parce que, vous me l'aviez d'ailleurs dit la semaine dernière, on a, par exemple, sur les APL accession, ça coûte à peu près 10 millions. Et ça monte
en puissance pour atteindre, on atteindrait 800 millions à peu près. Je me tourne vers l'administrateur qui m'a accompagné. Sur les DMTG, ça coûte rien. Sur le Pinel, on a toutes les évaluations dans les débats du projet de loi de finances. Donc oui, ça a un coût, mais il faut mettre en face les recettes. Or là, on va tout d'un coup découvrir qu'on a des pertes de recettes fiscales, des recettes en termes de DMTO. D'ailleurs, on voit bien, moins 20% en une année, moins d'acquisition. Si ça se continue comme ça, la situation, notamment pour les départements, va devenir dramatique. Donc peut-être que certaines mesures sont trop coûteuses. Bon, mettons-les de côté. Mais ne jetons pas l'ensemble de la PPL alors qu'il y a des mesures qui ne sont absolument pas coûteuses et qui iraient dans le bon sens pour remédier à la crise. Je vous remercie. Nous allons passer aux articles, si vous en êtes d'accord. Je m'organise. Donc, nous avons combien d'amendements au total? 18 amendements. Est-ce que vous pouvez me mettre le dérouleur en vidéo si c'est possible? Nous commençons par l'article 1er des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Nous commençons avec le 35 de monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. J'avais un peu anticipé différentes remarques, différentes critiques sur l'article 1, notamment sur le programme pluriannuel de travaux, en disant mais attention, je pense à ce que Luc Lamiraud a dit tout à l'heure, ça n'engage pas. Et donc là, pour vraiment mieux encadrer, je vous propose par cet amendement de renforcer les dispositifs en précisant que les logements peuvent être considérés comme décents que pour le premier plan pluriannuel de travaux, adopté 1 an ou plus tard après les délais impartis. De la sorte, les copropriétés qui n'auraient pas réalisé les travaux inscrits dans le PPT ne pourraient pas enchaîner PPT après PPT pour bénéficier de manière, j'allais dire, éternelle, de l'exemption de décence énergétique. Ça me permettrait peut-être de rassurer nos collègues sur les intentions. Merci beaucoup. Monsieur Falcon, vous nous proposez le 2. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement qui supprime purement et simplement ces interdictions louées selon la note du DPE. Alors, je voulais quand même juste faire une remarque sur l'urgence climatique qui nous est souvent opposée. L'immobilier résidentiel, c'est à peine 12% des émissions de CO2 en France. La France représente 0,9% des émissions de CO2 dans le monde. Nous parlons là de 0,1% des émissions de CO2 au niveau mondial. Je trouve que ce sont des efforts qui sont assez lourds, imposés aux propriétaires. En second lieu, ces DPE, effectivement, créent de grosses difficultés sur le marché locatif, notamment en Ile-de-France. Vous savez qu'un logement sur 2 sans travaux ne sera plus louable. Et l'intégration des DPE à la décence des logements pose un problème. Vous avez tout un tas de problèmes, vous avez tout un tas d'immeubles ou de logements qui sont classés F ou G à Paris, notamment des immeubles haussmanniens. Que je sache, ce ne sont pas des logements indécents ou des copropriétés indécentes. Je vous remercie. Merci. Et dans la discussion commune, on continue avec monsieur Cos qui nous propose le 21. Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, cet amendement propose de confirmer, comme vous l'avez dit, l'objectif de calendrier auquel nous sommes très attachés. Prend effectivement conscience que courant 2024, nous aurons certainement à faire un point sur la situation et l'avancée donc des travaux de rénovation, et pas que des rénovations globales, mais aussi des rénovations partielles qui permettront de faire sortir éventuellement certains logements des catégories F et G. Donc il est demandé à travers cet amendement au gouvernement, courant 2024, de nous faire, je dirais, des propositions précises et exactes de la situation et de l'avancée des rénovations. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis sur ces 3 amendements en discussion commune? Merci, Monsieur le Président. Bon, ça ne va pas vous étonner. Sur mon propre amendement, à titre personnel, j'y suis favorable. Je me permets quand même qu'il faudra qu'on se pose des questions. Je ne sais pas qui sera là dans la salle dans 5 à 10 ans, mais que se passera-t-il si l'ensemble des travaux qui ont été réalisés dans un PPT ne permettent pas d'atteindre l'étiquette énergétique pourtant attendue? Ça serait quand même un vrai sujet. C'est-à-dire on a engagé tout le monde. Et s'ils n'ont pas la bonne étiquette dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je pose la question. Et que se passerait-il en cas de force majeure si, par exemple, on avait des éléments conjoncturels qui s'imposaient, y compris à la copropriété, mais qui ont bien financé et réalisé ce qu'ils avaient pu financer dans l'enveloppe? Sur l'amendement du groupe RN, je le dis, la suppression pure et simple de tout objectif en matière de performance énergétique n'est pas mon objectif. Je comprends qu'on ait une différence là-dessus, mais la France a des engagements à honorer.
sur notre continent, nous ne pouvons pas proposer un calendrier de sortie des passoires énergétiques qui n'anticipe pas ces engagements sur le continent. Il faut inciter les propriétaires à rénover leurs biens. Je crois que c'est nécessaire à la fois pour les locataires, ça baisse leur facture, mais aussi une bonne chose pour les propriétaires qui valorisent ainsi leurs biens. Donc j'émettrai un avis défavorable à votre amendement parce que cet article permet justement de donner de la visibilité aux copropriétés tout en les engageant dans la voie de la rénovation de leur logement. Concernant l'amendement de notre collègue Cos avec ses collègues Renaissance, alors soit je le vois négativement, soit je le vois positivement. Positivement, je me dis que vous avez envie d'envoyer un message au gouvernement, un appel en disant il y a un sujet, il faut qu'on y travaille. Je ne sais pas si le ministre l'a entendu et va vous répondre. Si je le vois négativement, je trouve dommage, alors qu'on connaît les mécanismes d'incitation à l'adoption d'un PPT. On n'a pas besoin d'un rapport, ils sont connus. Et je crois que quant à l'opportunité de suspendre l'indécence énergétique, elle n'est pas à démontrer. Le PPT, il prévoit les travaux à réaliser pour permettre la rénovation énergétique de l'immeuble, il prévoit la classe énergétique pouvant être atteinte, il prévoit également un échéancier, il prévoit enfin que les travaux à réaliser soient financés par un fonds de travaux alimenté par les contributions annuelles des copropriétaires. Pour toutes ces raisons, il ne me semble pas nécessaire de produire un rapport sur l'intérêt du dispositif que je vous propose. C'est pourquoi j'émettrai un avis défavorable. Je vous remercie. Y a-t-il une demande d'intervention? Monsieur Cos et Monsieur Falcon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même préciser un petit peu l'objectif de cet amendement, Monsieur le rapporteur. Nous sommes aujourd'hui sur une véritable dynamique. Il suffit de voir tous les acteurs, j'en vois régulièrement, je dirais toute la filière est en ordre de marche pour accélérer les travaux et le gouvernement aussi à travers d'ailleurs France Rénov qui va démarrer, les accompagnateurs Rénov et des augmentations de budget qui sont déjà prévues par le gouvernement. Donc donner le signal aujourd'hui que justement on pourrait ralentir le calendrier et donc décélérer la dynamique qui est en cours, je pense que ça serait risqué. Je crois qu'il faut sérieusement évaluer courant 2024 le résultat et vraiment les mesures qu'il faudrait peut-être apporter à ce moment-là, mais certainement pas aujourd'hui, je dirais, donner le signal inverse sur les enjeux de rénovation énergétique. Merci. Monsieur Falcon, je vous vois, monsieur le rapporteur, c'est pas la peine de lever la main. Merci, monsieur le Président. Falcon, allez-y. Monsieur le rapporteur, vous avez pointé quelque chose qui est extrêmement intéressant et nous craignons que justement ça ne se produise, c'est que tous les efforts qui sont déployés pour atteindre des objectifs de performance énergétique finalement soient vains ou partiels. Donc nous pensons qu'il faut sortir ces DPE des critères de décence des logements. En revanche, nous sommes favorables à une généralisation du permis de louer. Merci. Monsieur le rapporteur, puis ensuite on vote. Plusieurs réponses. C'est une vraie question stratégique. Est-ce que la menace du 1er janvier 2025 va entraîner chez tous ceux concernés, dans le volume attendu, une décision de travaux? Et en fait, en réalité, on voit bien que certains abandonnent et n'engagent pas les travaux parce qu'ils se disent de toute façon, j'y arriverai pas. Et un deuxième élément, c'est que, et je nie pas que les crédits sont en hausse. Vous avez raison, ils sont considérablement en hausse. Mais le constat, même s'il y a une augmentation, c'est que l'ensemble des crédits prévus ne sont pas tous consommés. On l'a bien vu d'ailleurs avec le projet de loi de fin de gestion. On a dû annuler les crédits. Si, il y a de l'argent, sauf que les règles pour y accéder, il y a encore des évolutions qui sont prévues l'année prochaine. Moi, je pense juste, ma grande peur, c'est qu'au 1er janvier 2025, on ait des dizaines de milliers de logements qui ne soient plus mis en location. Et que les tensions sur le marché locatif soient encore plus exacerbées et que des locataires ne puissent plus accéder à un logement. Et donc, c'est quand même une véritable menace et qui m'inquiète. Sur la question posée par notre collègue Falcon, sur le permis de louer, la généralisation partout n'est pas, à mon avis, souhaitable. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est très lourd à mettre en œuvre et que ce n'est pas forcément adapté. Je pense qu'il faut que ça soit proportionné sur l'ensemble. Je vais donc passer au vote après cette explication. Oui, mais on a une explication, c'est normalement un pour, un contre. Donc voilà, on fait comme d'habitude, monsieur le rapporteur. Sur le 35 de monsieur le rapporteur, avec donc un avis favorable du rapporteur, qui est pour? Alors attendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui est contre? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
il n'est pas adopté. Le Falcon, avec un avis défavorable donc, du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le COS, avec un avis défavorable au rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Non, clairement, il est adopté. Quoi? Bah, je peux compter si vous voulez, hein, monsieur le rapporteur. Moi, je veux bien, parce que si vous voulez... Je refais sur ce vote. Moi, pour moi, il est adopté. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a 16 contre 16, donc là, il n'est pas adopté. Il y a égalité. Donc, je vais mettre l'article, du coup, aux voix. Qui est pour cet article? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qui est contre? Bah là, il n'est pas adopté, donc l'article est rejeté. Article additionnel après l'article 1er. Le 1, monsieur Falcon. Oui, merci Monsieur le Président. Dans la lignée, dans la continuité de notre opposition à la généralisation des DPE et leurs conditions pour louer des logements, nous souhaitons lever il me semble que c'est l'audit énergétique. Nous souhaitons lever l'obligation de réaliser un audit énergétique pour les logements vendus lors d'une transaction vendus et classés F ou G. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il est individuel. Donc, vous avez défendu aussi le 4 ou vous le faites séparément? Alors, cet amendement est un peu différent. Alors, on va faire un par un, si vous le voulez. Comme ça, on aura une belle discussion. Monsieur le rapporteur, sur le 1. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous proposez de supprimer l'obligation de réaliser un audit énergétique en cas de vente d'une passoire thermique. L'audit énergétique, en fait, il est bénéfique en cas de vente d'un logement peu isolé. Il permet d'objectiver la valeur du bien et les travaux à réaliser. J'ai beaucoup réfléchi sur votre amendement parce qu'il me questionnait. Et je pense qu'il participe à la transparence dans la transaction entre l'acheteur et le vendeur. Et il faut anticiper aussi les mesures qui vont être mises en place dès le 1er janvier. L'accompagnement prévu de mon accompagnateur Rénov pour bénéficier d'une aide de l'ANA en cas de rénovation globale performante qui comprendra nécessairement un audit énergétique. Donc c'est pour ça en fait que comme ça va être obligatoire d'une certaine manière en l'anticipant là, on peut donc imaginer qu'il y aura un audit énergétique dans tous les cas puisque les ménages qui achètent une passoire thermique voudront réaliser les travaux de rénovation au moment de l'acquisition. Avec votre amendement, cette obligation de faire un audit énergétique pèsera sur les épaules de l'acquéreur et ce n'est pas forcément une bonne chose puisque finalement il y aura eu un DPE et de toute façon après il y aura eu un audit énergétique. Là finalement de passer à l'audit énergétique tout de suite, c'est plus pertinent. C'est pourquoi je suis défavorable à votre amendement. Merci. Y a-t-il une réaction? Monsieur Bricou. Moi, je suis un peu choqué de toutes ces propositions du Rassemblement national pour se soucier, en fin de compte, aussi peu de la qualité des logements et dans lesquels sont accueillis les locataires dans des conditions qui sont quand même déplorables. On est certainement quelques-uns à être maires ici, avoir été parce que maintenant on n'a plus le droit d'y être, et d'avoir fait des contrôles de logement dans le cadre des règlements sanitaires départementaux, où on regarde les conditions d'hygiène, on peut réagir par rapport aux conditions d'hygiène, par rapport aux conditions de sécurité dans le logement, et par contre, on ne pouvait pas justement intervenir sur la qualité énergétique du bâtiment, parce que le DPE n'était pas opposable juridiquement pour faire enclencher des travaux. Et ça, c'est un peu dommage parce que le DPE, c'est ce qui permet de garantir quelque part aussi une sécurité économique, en fin de compte, dans le logement. Et c'est normal qu'il y ait quand même des dispositions pour pouvoir avancer sur le sujet. Merci. Une autre expression, Monsieur Falcon. Oui, je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Ce qui nous pose problème, c'est le caractère obligatoire, vous voyez, parce qu'on superpose des obligations, des normes. Ça a un coût, ça représente entre 700 et 1000 euros pour chaque intervention, donc c'est pas négligeable, surtout dans des milieux ruraux où les transactions sont pas très élevées. Et je rebondis sur ce que disait mon collègue. Je comprends les bonnes intentions, mais attention, c'est une question de curseur. Trop de normes tue le secteur de l'immobilier. Et au bout d'un moment, on peut vouloir améliorer le confort, la qualité, la performance énergétique des logements, mais là, on est arrivé à un stade qui, à mon sens,
sens est devenu excessif. Merci. On a fait un pour, un contre, donc je vais rester vraiment un pour, un contre, mais il y aura d'autres amendements. Il y avait une précision par rapport à ça ou pas? Monsieur le rapporteur, de droit, normalement. Merci. Donc je vais le mettre au vote avec un avis défavorable au rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Falcon nous propose le 4. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit d'une demande de rapport tout simplement pour évaluer la pertinence de ces travaux d'amélioration énergétique des logements. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois lors de la défense des amendements et de ma prise de parole. Il y a un vrai sujet sur la pérennité des travaux qui sont effectués. Ça ne signifie pas que nous sommes opposés à la rénovation énergétique des logements, loin de là, mais nous misons beaucoup dessus et il s'avère que la réalité est parfois tout autre. Il y a la Cour des comptes qui pointe justement certains dysfonctionnements et qui atteste que 60% des logements qui ont réalisé ces travaux finalement restent classés F, G ou D. Et il y a également ce rapport de l'Université de Cambridge que je cite régulièrement et qui démontre que finalement la performance est très courte dans le temps, 2 ans pour l'isolation des combles et 4 ans pour une ITE. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Falcon, alors, vous n'avez pas forcément défendu votre amendement. Moi, je vous propose de revenir sur l'amendement en lui-même, puisque vous proposez un rapport sur la fiabilité des DPE. C'est un sujet qu'on a évoqué hier soir avec le ministre, mais il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a un vrai sujet. Et d'ailleurs, en échangeant avec les diagnostiqueurs, il faut qu'on améliore la donne. A priori, la presse se fait écho qu'il y aurait des évolutions. Le ministre a été questionné hier, on n'a pas eu l'occasion, parce que ce n'était pas le lieu d'échanger là-dessus. Moi, je pense que c'est un vrai sujet. On ne peut pas avoir plusieurs résultats pour le même logement. On ne peut pas avoir avec les mêmes caractéristiques. Ça a tellement de conséquences. Et comme on en a fait l'alpha et l'oméga, il faut qu'on puisse avoir des données sur ces éléments-là. Donc moi, je vous propose de voter cet amendement. J'y mets un avis favorable à cet amendement parce que je crois que ça pourrait nous éclairer, surtout par rapport à ce que vous avez imaginé, Monsieur le Président, d'avoir un point d'étape au milieu de l'année prochaine. Si on l'a en plus sur le DPE, ça serait très intéressant pour éclairer la représentation nationale. Bien, Monsieur Cos. Merci, Monsieur le Président. Donc, là où je peux rejoindre effectivement nos collègues, c'est qu'on a besoin d'avoir des outils fiables parce que quelque part, il faut rassurer les Françaises et les Français effectivement sur la qualité des travaux, sur l'état de leur logement, et c'est une de nos priorités. C'est la raison pour laquelle je pense que tout ce qui est mis en place par le gouvernement à travers France Rénov, à travers les accompagnateurs Rénov, à travers les RGE, à travers beaucoup de choses, même si aujourd'hui il y a de la fraude, et j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer contre justement les abus qu'il peut y avoir sur ces outils-là, je pense qu'il faut garder ce signal et maintenir, et j'invite toutes et tous à lire le rapport qui va être rendu public prochainement du CNH sur la filière des DPE, et je pense que ce rapport sera largement suffisant pour avancer en 2024 avec le gouvernement. J'ai donc, d'accord, Monsieur Vincent Rolland. Contre du coup, pardon, là il y avait un contre, vous êtes pour. Absolument. Très bien. Déjà par conviction, parce que j'ai eu l'occasion de le dire hier soir, dans ces diagnostics, c'est un petit peu la foire, d'une certaine manière, et ils engagent des dizaines ou des centaines de milliers de propriétaires vers des travaux, alors qu'à la base, on ne sait pas réellement si c'est justifié ou pas. Donc je suis favorable, et par cohérence, puisque hier soir, j'avais dans le texte Lemeur et Chaniz un amendement à peu près similaire. Donc il y a un moment donné où il faut aussi faire preuve de cohérence. Merci beaucoup. Donc je vais mettre aux voix cet amendement numéro 4 avec un avis favorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Attendez, je vais compter. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui est contre? 1, 2, 3. Attendez, choisissez votre vote, mais voilà, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il n'est pas adopté. Nous continuons avec l'article 2. Monsieur Bazin, vous nous présentez un rapport. Pas un rapport, Pardon, un amendement, excusez-moi.
qui se veut rédactionnel, ça permet de rendre opératoire le report tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. Merci. Intervention? Non. Eh bien, écoutez, je vais le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 2. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Article 3, le 32. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai entendu les critiques nombreuses qui ont été faites sur le coût des mesures qui pourraient être reprochées par cette PPL. Donc, je vous propose cet amendement afin de mieux encadrer le crédit d'impôt au titre des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements pour limiter le reste à charge après le paiement des différentes aides. Ça précise la liste des dépenses exigibles, ça prévoit des taux différenciés en cas de rénovation globale performante, et c'est donc très incitatif, et ça s'inscrit vraiment dans la logique qui a été portée, il n'y a pas d'invention, et ça prévoit un plafond élevé permettant de limiter le niveau de reste à charge. Le bénéfice du crédit d'impôt est exclusif du doublement du déficit foncier dont peut bénéficier un propriétaire bailleur en cas de location nue, pour être totalement transparent. Et le système des aides de l'ANA, tel qu'on les a évalués, et on voit bien, aujourd'hui ne répond pas à toutes les situations. Et là, l'avantage de cette proposition, c'est d'aller encore plus loin et de permettre qu'il y ait encore plus de rénovation qui se fasse avec un système plus efficace, plus lisible et plus incitatif. Merci, Monsieur Cos. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous voterons contre, comme je l'ai dit en introduction, cet article, tout simplement parce qu'il vient rajouter des mesures qui ont été supprimées il y a déjà de nombreuses années, alors que nous avons en place aujourd'hui, bien sûr, MaPrimeRénov', comme ça a été précisé. Nous avons aussi un taux de TVA 5,5 pour les rénovations énergétiques. Nous avons le prêt à taux zéro qui existe aussi avec l'éco-PTZ. Nous avons le prêt avance rénovation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment d'outils, qu'il vaut mieux travailler sur ces outils-là, voire les optimiser peut-être, que d'aller créer encore un CITE supplémentaire. Donc, on votera contre. Merci. Y a-t-il une expression pour? Non. Discussion close, monsieur le rapporteur. Oui, cher collègue Lionel Cos, moi je me mets dans la perspective, on a 1,5 million de passoires énergétiques qui, si on ne fait rien, vont sortir du marché. Si on suit la stratégie 200 rénovations globales, on n'en a fait que 60 l'an dernier. Donc déjà passer à 200, il va falloir réussir, hein, avec des entreprises RGE où... oui, 60 000 à 200 000. Il faut déjà réussir ce saut de 60 000 à 200 000. Mais même si on réussissait ce saut, plus de fois 3, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisant pour traiter toutes les passoires énergétiques, les 1,5 million? Non, on ne tiendra pas les délais. Et donc à un moment, je pense qu'il faut des outils pour permettre de faire encore plus de rénovation, pour justement lutter contre les ravages du réchauffement climatique. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis favorable par définition du rapporteur Bazin. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 3. Qui est pour l'article 3? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Article 4. Monsieur le rapporteur, vous nous proposez le 36. Oui, merci. On change de titre, on est passé au titre 2 de la proposition de loi qui vise à fluidifier le marché locatif. Cet amendement, il est issu des auditions. On a été alerté en disant attention, il faut recaler votre rédaction. Et donc cet amendement propose de rendre les dispositions applicables à tous les décès ou abandons de domicile survenus après le 1er septembre 1948. En substance, quelle que soit la date de décès ou d'abandon du domicile du titulaire du contrat de location, le transfert du droit au maintien dans les lieux ne pourra se faire qu'au bénéfice des personnes qui sont visées à l'alinéa qui est précité dans l'article. Et en rendant cette disposition rétroactive, l'objectif est de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui applique le droit en vigueur au moment de l'élément déclencheur, c'est-à-dire le décès et l'abandon du domicile, avec les dates que je vous ai données, avant les différentes révisions qui ont eu lieu sur cette loi de 48, notamment en 86, qui exclut donc le droit au maintien des enfants majeurs, et 2014, avec la non-application de l'article 1742 du Code civil. Cette jurisprudence extensive confère un droit de transmission du bail de génération en génération, ce qui repousse d'autant la sortie des loyers de 48 et la possibilité pour les propriétaires des logements concernés de récupérer leur logement, ce d'autant plus que ça peut intervenir dans des copros. Je vous remercie. Pas d'expression. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 4. Qui est pour l'article 4? Qui est contre? Excusez-moi, c'est vraiment pas clair. À un moment, je vois des mains se lever, se baisser 3 fois quand j'appelle. À un moment, faites un choix. Je veux bien prendre du temps, les amis, mais là, j'y arrive plus. Là. Donc, on reprend. On se concentre sur l'article 4. Qui est pour l'article 4? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est adopté. On continue avec l'article 5. Il n'y a aucun amendement qui a été mis sur l'article 5, donc je vais directement mettre aux voix l'article 5. Qui est pour l'article 5? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Article 6. On a l'amendement numéro 5 de M. Falcon. Oui, merci Monsieur le Président. Brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un petit peu technique, mais nous proposons de substituer le dispositif que vous avez créé, Monsieur Bazin, en remplaçant excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Le crédit d'impôt par une réduction d'impôt qui soit lissée davantage dans le temps. Le dispositif que vous avez mis en place est un petit peu trop généreux à notre sens et coûteux pour les finances publiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Alors, vous êtes plus sarkozyste que moi, si j'ai lu l'exposé des motifs. Bon, je ne sais pas ce qu'est être sarkozyste aujourd'hui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir resolvabiliser les classes moyennes. Et donc, le dispositif proposé est vraiment pour faciliter l'accès pour les classes moyennes. Et donc, finalement, le dispositif initial, il se tourne par exemple sur un couple dont la mensualité est de 835 €. Avec mon dispositif sur l'annuité et pas seulement sur les intérêts, ça maximise le bénéfice du crédit d'impôt. Votre dispositif, en fait, moi je pense qu'il peut profiter davantage aux ménages plus aisés, car il est bien plus rare d'arriver à 8 000 € d'intérêt par an. 8 000 € d'intérêt par an, je ne sais pas si vous imaginez, c'est déjà des emprunts très important. Pour un couple, ça veut dire une mensualité supérieure à 2 000 €. Et finalement, c'est les ménages aisés qui bénéficieront davantage du crédit d'impôt que vous imaginez dans le reformatage que les ménages des classes moyennes. C'est le diagnostic que j'en fais parce que alors c'est une question de quel est le niveau d'emprunt avec quel niveau d'intérêt. Moi, je pense que sur les annuités, c'est plus pertinent pour les classes moyennes que tel que vous le réécrivez. Je pense qu'on n'est plus en 2007, on est en 2022. Il ne faut pas avoir la nostalgie de l'ancien temps. Il faut aider les Français en 2023. Merci. Monsieur Cos. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, une petite remarque, c'est que l'ARE 2020 est déjà opérationnelle depuis le 1er janvier 2022, donc sur le plan de la rédaction de l'amendement. Et d'autre part, voilà, nous avons des débats, je crois, dans le cadre du PLF sur le PTZ, éventuellement sur le Pinel+, le PTZ qui a été repoussé jusqu'en 2027. Donc, une fois de plus, on se positionnera pour travailler sur les outils existants, dans le cadre, en tout cas, du PLF, que d'aller, à travers une PPL, inventer un crédit d'impôt. Merci. Monsieur Falcon. Oui, je remercie Monsieur le rapporteur. Je ne suis pas tout à fait d'accord. On a fait une petite simulation sur un prêt à 300 000 € sur 20 ans avec un taux d'intérêt à 5%. Avec vos dispositifs crédit d'impôt, on est à 8 758 € par an. Et nous, on est avec notre réduction d'impôt à 3 500 € par an. Voilà. Après, on peut discuter, mais je pense qu'on n'est pas forcément les plus sarkozystes de l'affaire. Merci, monsieur le rapporteur. Une précision. Oui, une précision pour Lionel Cos. La RE 2020 s'applique, oui. Mais vous le savez, vous connaissez mieux le sujet que moi, il y a 4 paliers. Et que on va avoir des paliers qui vont augmenter. Donc, avec ces paliers, le coût va augmenter. Et une autre précision pour notre collègue Falcon, moi, j'estime plutôt que les classes moyennes sont sur des emprunts d'un niveau inférieur. On est plutôt sur des emprunts moyens, il me semble, de 200 000 € pour ces classes moyennes. 300 000 est déjà plus élevé. Et dans nos territoires ruraux, on est plutôt sur des emprunts inférieurs. Bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement de monsieur Falcon avec un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur le rapporteur, vous nous proposez le 31.
Oui, alors le 31 fixe à 5 ans la durée minimale d'affectation à la résidence principale pour le logement dont l'emprunt fait l'objet du crédit d'impôt. 5 ans, ça correspond à la durée du bénéfice du crédit d'impôt. Il y a donc finalement un amendement de cohérence de l'ensemble du dispositif. Je vous remercie. Je vais le mettre aux voix avec un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur le rapporteur, vous nous proposez le 30. C'est un amendement de précision pour bénéficier du crédit d'impôt sur les annuités de remboursement d'un prêt immobilier, le logement acquis ou construit doit respecter la réglementation RE 2020 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Et j'émets un avis favorable à titre personnel à cet amendement. Oui, c'est normal par définition, puisque vous le présentez, monsieur le rapporteur. Je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur le rapporteur, le 29. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai été soucieux aussi de votre appel à faire attention en termes de finances publiques et j'y suis aussi soucieux. Donc cet amendement, j'espère recueillera un avis favorable de tous ceux qui sont soucieux des finances publiques puisqu'il vise à éviter tout effet d'aubaine. Et donc il est proposé de restreindre le bénéfice du crédit d'impôt aux offres de prêt émises à partir du 1er novembre 2023 et jusqu'au 1er janvier 2025. C'est une mesure d'urgence, donc avec une période bien définie, qui est celle où les taux d'intérêt sont les plus élevés. On espère que les taux d'intérêt vont diminuer. Et le dispositif cible ainsi les ménages confrontés à la perte de pouvoir d'achat immobilier la plus importante. Merci beaucoup. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article. Article 6, qui est pour l'article 6? Qui est contre? L'article 6 n'est pas adopté. Article 7, monsieur le rapporteur, vous nous proposez le 23. Oui. Là aussi, issu des auditions que nous avons pu mener avec les différents acteurs, ça permet de créer l'exonération de DMTG pour les logements acquis entre le 1er septembre 2023 et le 31 novembre 2024. Ça cible les constructions les plus performantes d'un point de vue énergétique. Ça permet de rehausser le montant de l'exonération à 150 000 euros et ça cible les résidences principales. Après l'expertise juridique, il ne faudrait pas qu'on supprime l'exonération prévu pour les biens acquis entre 93 et 94, parce que ce n'était pas du tout ma volonté. Et donc il y avait un problème de rédactionnel, parce que ça revenait sur l'exonération de 93-94, qui était limitée. Le plafond de l'exonération est rehaussé à 150 000 euros pour prendre en compte la réalité de l'augmentation des prix de l'immobilier. Merci. Monsieur Cos, vous souhaitiez intervenir? Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, on se positionnera contre l'article 7, considérant que c'est un effet d'aubaine qui va favoriser certains, effectivement, Françaises et Français, qui aujourd'hui vont aller plutôt sur des droits de mutation, plutôt que d'aller éventuellement sur l'investissement avec d'autres enjeux derrière. Et d'autant plus que l'effet d'aubaine sera très limité, puisque ça s'arrête au 1er octobre 2024 et que, je dirais, les réalisations déjà et les constructions pour le 1er octobre 2024 sont déjà en cours et déjà, pour la quasi-totalité, je dirais, vendues. Merci. Y a-t-il une autre intervention en soutien de cet amendement? Je vais donc donner la parole à monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. J'apprends la fonction de rapporteur. Cher collègue Lionel Cos, je pense que vous êtes concentré sur la question de la construction, sauf que l'acquisition fait partie du parcours résidentiel aussi. Et que si on ne veut pas des logements vacants, qui parfois sont à vendre pendant des mois dans nos centres-villes ou même dans des centres-villages, il faut qu'on puisse faciliter cette acquisition. Et ce n'est pas forcément traité par votre argumentaire. Cette mesure-là est aussi pour relancer l'acquisition, puisqu'on a eu une baisse très importante des acquisitions dans le parcours logement. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix, avec un avis par définition favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix l'article 7. Qui est pour l'article 7? Qui est contre? L'article 7 n'est pas adopté. Article 8. Monsieur Cos nous propose le 22. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement 22 permet justement d'aller et de prendre en compte les avancées que nous avons eues déjà en première lecture dans le cadre du PLF, c'est-à-dire de revoir les seuils du PTZ, conformément à des amendements que nous avions déjà déposés au sein de la majorité dans le PLF et actés pour le moment par le gouvernement. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, quel est votre avis? Merci, Monsieur le Président. Cher collègue Cos, vous êtes là un peu... je ne vais pas dire malhonnête intellectuellement, mais vous nous présentez que la partie sucrée de la réforme du prêt à taux zéro. Vous oubliez la partie salée.
c'est-à-dire la partie territoriale. Et vous ne précisez pas que votre amendement continue à exclure des territoires, je pense à 95% du territoire, 94%. Alors il y a les 209-210 communes, hein, donc ça fait peut-être 93% du territoire, mais les zones B2 et C pour le PTZ dans le 9, la maison individuelle, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait 66 000 prêts à taux zéro il y a un an. Ce que vous prévoyez là, c'est 40 000 prêts à taux zéro en 2024, c'est-à-dire moins que cette année. Et donc en fait, c'est une baisse de 20 000 prêts à taux zéro. Donc votre amendement, finalement, enregistre cette baisse. Soyez plus ambitieux, alertez le gouvernement pour qu'il aille plus loin. D'ailleurs, les sénateurs ont adopté un amendement allant dans ce sens-là. Je pense que par cohérence avec ce qui a été adopté au Sénat pour donner l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire. J'ai M. Cos d'abord qui souhaitait s'exprimer. Merci, M. le Président. Donc j'entends effectivement ce que dit M. le rapporteur. D'ailleurs, l'amendement du Sénat, c'est un amendement que j'avais déposé à l'Assemblée nationale. Donc j'ai bien conscience de ces enjeux-là. Et comme je l'ai dit en introduction, ce sont des enjeux PLF et non pas des enjeux PPL. Donc pour l'instant, actons ce qui est acté dans le cadre du PLF et ayons ce débat au Sénat et à l'Assemblée nationale sur l'évolution du PTZ. Et je ne doute pas qu'on aura des avancées. Merci. M. Benoît, vous souhaitiez intervenir? Oui, simplement parce que nous sommes sur la question du prêt à taux zéro. Et c'est l'occasion pour moi d'exprimer une préoccupation qui est partagée par de nombreux députés. J'aurais bien voulu, moi, que le PTZ, dont le périmètre a quand même été sérieusement restreint, qu'on puisse réfléchir, pour les jeunes notamment, pour les primo-accédants dans les villes moyennes et les territoires ruraux, à un PTZ sur la question de la démolition-reconstruction, qui marque la préoccupation de la consommation de foncier et qui pourrait permettre à des jeunes de revenir dans les villes moyennes, de revenir dans les territoires ruraux et d'avoir en tête la question de l'accession à la propriété. Parce que je trouve que c'est bien pour un pays d'offrir à sa jeunesse l'idée de devenir propriétaire. Merci. Je vais pas d'autres interventions. Monsieur le rapporteur. Cher collègue Thierry Benoît, c'est votre bon sens de terrain qui parle. Je pense que vous avez raison, notamment dans nos villages. On en a dans le pays de Fougères, comme on en a dans le pays du Lunévillois, des friches rurales en plein milieu de village, et que parfois, avec des corps de ferme de 25 mètres de profondeur, on ne pourrait pas réhabiliter un logement de qualité. Parfois, c'est pas fait. D'ailleurs, parfois, il n'y a même plus de toiture. Et je crois que la question d'une démolition-reconstruction doit pouvoir être éligible au prêt à taux zéro. C'est un bel appel et j'espère qu'il sera entendu par le gouvernement. Bien, chers collègues, sur cet amendement de M. Cos, avec un avis défavorable du rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté et donc les autres articles tombent. Et l'article 8 est ainsi rédigé. Article 9 à 11. Alors sur le 9, qui n'a pas eu d'amendement, qui est pour le 9? Qui est contre? L'article 9 est adopté. Sur le 10, qui n'a pas eu d'amendement, qui est pour le 10? Qui est contre? L'article 10 n'est pas adopté. Sur le 11, qui n'a pas eu d'amendement, qui est pour le 11? Qui est contre le 11? L'article 11 n'est pas adopté. Sur l'article additionnel après 11, j'ai l'amendement 27 de monsieur le rapporteur. Le dernier, pour rendre plus incitatif le dispositif Pinel+, et là encore, mon cher collègue Lionel Cos, il ne s'agit pas de renoncer à nos ambitions, c'est plutôt de faire en sorte qu'il y ait plus d'investissements vertueux. Et pour qu'il y ait des investissements vertueux, il faut qu'on puisse sécuriser en disant si vous inscrivez dans la RE 2025 avec les surcoûts qui sont liés, vous pouvez bénéficier du Pinel+. Aujourd'hui, on doit à la fois respecter la RE 2025 et obtenir une performance énergétique A dans le diagnostic. Or, il s'avère qu'on n'est jamais sûr de l'étiquette énergétique après travaux et certains qui auraient peur de ne pas l'obtenir et donc de ne pas obtenir les avantages, finalement, ne sont pas incités. En questionnant les opérateurs, ils nous ont dit qu'ils ne proposaient même pas de Pinel+, tellement ils ont peur de décevoir les clients. Donc on voit bien qu'il faut améliorer le dispositif et on a besoin en plus d'un dispositif puissant pour relancer l'investissement, sachant que si on veut redensifier avec des immeubles collectifs, il faudra avoir des dispositifs pour les investisseurs bailleurs
parce que certains logements qui sont vendus plus vite pour lancer la commercialisation grâce à eux sont nécessaires pour ensuite qu'il y ait des occupants, des propriétaires accédants sur les autres logements. C'est le sens de cet amendement, de bon sens. Pas d'intervention. Je vais donc le mettre aux voix avec un avis par définition favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Article 12, il n'y a pas d'amendement sur le 12. Qui est pour l'article 12? Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il n'est pas adopté. Le 13, il s'agit du gage. Je vais vous demander formellement de le maintenir puisque nous avons adopté 3 articles. Je répète, on a adopté l'article 4, l'article 8, l'article 9 et donc il faut formellement laisser un gage. Je dois néanmoins le mettre aux voix. Qui est pour le gage? Qui est contre? Donc l'article 13 est donc bien maintenu. Le gage est maintenu. Et donc nous arrivons au bout de la proposition de loi. Je vais mettre aux voix cette proposition de loi avec les articles que nous avons votés. Qui est pour cette proposition de loi? Qui est contre? La proposition de loi est adoptée. Merci, chers collègues. Merci à tous. Merci, monsieur le rapporteur. Et je vous souhaite une bonne journée. Oui, si on n'a pas coupé, on peut encore dire un petit mot. Oui, très bien. Monsieur le rapporteur, un mot. Très rapidement, je voudrais remercier l'ensemble des collègues pour leur investissement et la qualité de nos échanges, le président pour l'animation réussie et nos administrateurs qui nous ont accompagnés. Et je tiens vraiment à les remercier parce que dans un temps très contraint, on a pu produire un rapport de qualité et je pense que c'est important et les collaborateurs aussi de mon équipe. Merci beaucoup. Bonne journée, chers collègues.